Voilà, alors mon nom est Piero San Giorgio, je suis un écrivain suisse. Euh, Pendant longtemps, des années 90 à 2011, j'ai travaillé dans l'industrie des logiciels. J'étais cadre supérieur, responsable du marketing et du développement des affaires pour des sociétés de logiciels américaines. Euh, j'ai notamment travaillé longtemps chez Oracle, où j'ai développé pour eux les marchés de l'Afrique et puis du Moyen-Orient, de l'Europe de l'Est. J'ai ensuite travaillé j'ai eu ma société. Après avoir travaillé dans quelques startups, j'ai monté la mienne. J'ai monté une startup de service dans l'aide à des sociétés toujours de logiciels nord-américaines à leur implémentation et leur implantation commerciale en Europe. J'ai vendu cette société en 2005 et j'ai rejoint Salesforce.com, une des sociétés pionnières du cloud, où j'ai travaillé 5 ans, et puis SuccessFactors, la même chose, toujours pour développer les marchés Moyen-Orient, Afrique, mais surtout Europe de l'Est, et donc ce qu'on appelait les marchés émergents. En réalité, à partir de 2003 et la guerre en Irak, où j'ai pu voir cette incroyable propagande de guerre des États-Unis, fausse, basée sur cette fausse idée de Saddam Hussein et les armes de destruction massive et de son implication dans le 11 septembre, que l'on sait faux évidemment, et que l'on savait déjà faux déjà à l'époque. Je me suis rendu compte que la plupart des médias mentent de manière éhontée à la population, donc j'étais un peu naïf encore à cette époque, et cette prise de conscience m'a poussé à rechercher voilà, des informations alternatives, d'aller chercher dans les livres d'histoire la réalité de ce qui se passe. Et cela m'a fait prendre conscience justement de la raréfaction des ressources naturelles, des problèmes liés à la pollution, la croissance de la population humaine, et eh bien de la géopolitique liée au contrôle des ressources qui deviennent de plus en plus rares et qui sont fondamentales à notre monde, ainsi que la prise de conscience, et ça c'était une approche peut-être plus financière, de l'état réel des économies financiarisées de l'Occident et des énormes problèmes auxquels on allait faire face. Pour la petite histoire, lorsque j'ai vendu ma société en 2005, les profits de cette vente, en tout cas de la vente des actions que j'avais dans ma propre société, je ne savais pas où les investir, et donc je voulais pas laisser ce cash évidemment sur mon compte en banque, et donc je savais pas trop dans quoi investir, et j'ai investi dans l'or, j'ai tout mis dans de l'or. Alors à l'époque c'était des ETF, du papier, mais enfin de l'or. Et donc je me souviens de voir cet or à partir de 2005 monter, et en fait comme je m'y suis intéressé, ça m'a aussi permis de me plonger dans la réalité du marché de l'or et donc de ce qui en découle par rapport à l'économie réelle et l'économie surendettée dans laquelle la plupart des pays du monde se sont placés. Et donc ça c'était vraiment assez intéressant. Alors à partir de 2011, la convergence de toutes ces réflexions, donc une sensibilité écologique, une sensibilité historique, une sensibilité énergétique, une sensibilité financière, m'ont fait comprendre que nous allions vers une catastrophe. Cette prise de conscience, donc, elle a commencé en 2003, mais elle s'est vraiment réalisée en 2005. Et donc, en 2011, j'ai décidé d'écrire un livre qui expliquait les démarches que j'avais prises à titre personnel pour ma famille et moi, de me préparer à ce que j'appelle l'effondrement économique, c'est-à-dire, à mon avis, l'inévitable crise très longue et très dure que les économies globalisées vont traverser. Donc j'écris ce livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique et qui, sans prétention, voilà, a été publié en France chez un éditeur qui a eu le courage de croire dans un livre qui était le tout premier en France sur ce sujet, et certainement à contre-courant de ce que malgré la crise de 2008, des économistes qui pensent que tout va très bien et que tout ira toujours très très bien et que la croissance sera infinie dans un monde aux ressources par définition limitées. Eh bien, ce livre a eu un grand succès. Donc, ce livre est sorti en 2011. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de 60 000 exemplaires, sans avoir été couvert par les grands médias.
parce que je pense que les conséquences de ce que j'écris sont assez radicales et remettent en cause énormément des croyances de l'économie moderne. Et donc, il va de soi que les grands médias ne veulent absolument pas en parler. Ça c'est pas mon problème de toute façon. Et néanmoins, fort du succès de ce livre, j'ai coécrit un deuxième livre qui s'appelle Rue Barbare, Survivre en ville, et qui traite de la problématique de la vie dans les villes, notamment liée au système d'approvisionnement qui sont en flux tendu, en just in time, et qui rendent la vie dans ces grandes villes extrêmement dangereuse si ce qui est considéré comme normal, c'est-à-dire un approvisionnement dans une économie florissante justement un approvisionnement constant, pardon, devait s'arrêter à cause d'une crise. Et on l'a vu lors des ouragans de Katrina à Nouvelle-Orléans, ou des tsunamis comme au Japon en 2011, ou encore l'ouragan Sandy en 2013, sauf erreur, ou était-ce en 2012 je crois que c'était en 2012 à New York. Eh bien, la problématique qui arrive dans les villes, elle est lourde de conséquences. Et donc, ce que j'essaye d'apprendre dans ces livres, ce que j'essaie d'enseigner, d'apporter comme témoignage et comme expérience, c'est comment est-ce que l'on peut se préparer, se prémunir en face de crise, qu'elles soient financières, qu'elles soient plus physiques, plus ça peut être des guerres civiles. Ce sont des choses qui ne sont plus de l'ordre de la science-fiction, ce sont des choses qui rentrent dans l'ordre du possible aujourd'hui, y compris dans des pays occidentaux comme les États-Unis ou la France. J'ai essentiellement, je communique avec mes lecteurs, mes nombreux lecteurs essentiellement par Facebook. J'ai un site qui s'appelle pierrot.com. Et puis j'ai écrit un troisième livre en 2014, qui est sorti en 2014, qui traite des femmes, qui s'appelle Femmes au bord de la crise, et qui est plutôt une approche de sensibilisation de la moitié de la population, donc des femmes, par rapport au risque qu'elles ont, qui à mon avis devient de plus en plus grand, malgré les acquis du féminisme. Leur risque à la fois financier, économique, mais aussi physique, en cas de problème, est accru. Et donc je voulais les avertir et les sensibiliser aux problématiques que j'ai décrites, que j'ai mentionnées, pour les femmes particulièrement. Et donc c'est un livre qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et j'ai encore 2-3 livres sous le coude qui touchent des sujets comme la préparation au risque d'accidents nucléaires, chimiques et biologiques, et d'autres par rapport à l'autodéfense qui viendront plus tard. Alors, dans mes livres, j'ai pris le concept de base autonome durable, donc BAD. Base autonome durable, car ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pour s'en sortir en cas de crise, il faut que nous soyons le plus possible autonomes. Autonomes par rapport à tout ce qui touche la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la pyramide de besoins humains, qui touche bien sûr évidemment la respiration, mais aussi la nourriture, donc l'eau, la nourriture, l'énergie, la capacité à se soigner, en tout cas pour des petits bobos relativement habituels, et même peut-être quelque chose d'un petit peu plus lourd, mais également la capacité à avoir les connaissances nécessaires qui nous permettent d'être autonomes pour des différents métiers en cas de crise, et donc pour éviter les aléas de l'économie. Et aussi la capacité à se défendre et la capacité à mettre en place un lien social très important pour créer finalement des réseaux d'entraide et de soutien mutuel entre les gens qui habitent dans le même quartier, dans le même village, dans la même région si possible, car nous pouvons difficilement nous en sortir en cas de crise lourde tout seul. Il va falloir compter également sur les gens autour de nous, et donc plus nous sommes nombreux à nous préparer, c'est là toute la démarche de mes livres, moins sera dur l'éventuelle crise, et certainement les effets de cette éventuelle crise, qui pour moi n'est plus une éventualité et qui n'est qu'une question de temps. Mais enfin, des crises peuvent être grosses comme celles que je prévois, mais elles peuvent être aussi courtes,
Ça peut être l'incendie d'un domicile, ça peut être une crise urbaine, des révoltes de banlieue, ça peut être des guerres civiles. Et donc, plus on est capable d'être autonome, mieux on va se porter en cas de crise. Alors, j'ai en fait commencé à faire du conseil auprès de connaissances de famille, et des anciens collègues et des patrons d'entreprise que je connaissais, à travers d'abord en Suisse où j'habite, mais aussi un peu à travers l'Europe et le Moyen-Orient, où j'avais travaillé auparavant, qui me pose la question de, ok, on comprend ce que tu es en train de faire, on sait que tu es en train d'écrire des livres, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, j'ai aidé quelques personnes, et puis ça m'a donné l'idée de faire un petit peu de conseil, qui est une approche, on va dire, peu structurée de ma part, mais elle a une méthodologie néanmoins. Quand je dis peu structurée, c'est parce que je ne vends pas ça comme une grande boîte de consulting. Je fais ça un peu très amicalement, et en gros, je couvre mes frais. Et voilà, c'est pas une immense source de revenus. Je suis pas très cher non plus par rapport aux consultants, aux avocats d'affaires qui existent sur le marché. Et donc, ce que je fais, c'est que j'approche ces personnes en essayant de comprendre leur mode de vie, leur situation socio-professionnelle et financière, et de comprendre en fonction de leurs expectatives et des risques auxquels ils font face, quelles sont les solutions, les stratégies d'abord, pour préparer justement de minimiser leurs risques. Donc en fait, je fais une sorte de risk management d'un point de vue personnel et privé de ces personnes, tout en tenant compte de leur univers, évidemment professionnel. Parfois, il y a des grands chefs d'entreprise, parfois ce sont des personnes du showbiz, et donc qui ont des contraintes de voyage, de famille et financières. Et donc, en fonction de ces paramètres, j'aide ces gens à mettre en place leur stratégie qui peut inclure, par exemple, la transformation en partie de leur jardin, de leurs habitudes familières, de leurs habitudes de vacances, mais aussi des compétences qu'ils ont pour voir qu'est-ce qui est un peu leur manque et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, par exemple, être moins dépendants d'un métier fixe ou alors d'une seule source de revenus, etc. Donc c'est une sorte de coaching, si on veut, de vie, mais lié aux problématiques de sécurité, aux problématiques d'autonomie, aux problématiques de survie. Et donc, je fais ça relativement régulièrement à travers toute la France, l'Europe, même les États-Unis, et beaucoup au Moyen-Orient, en fait, par rapport à l'Europe. Euh, voilà. La raison pour laquelle j'ai demandé à être payé en onces d'or, c'est parce qu'effectivement, je pense que la vraie monnaie, la vraie valeur des choses, à la fin, c'est-à-dire quand on enlève tous les oripeaux et les artifices de la finance, il reste l'or. Et depuis la nuit des temps, c'est la monnaie ultime et basique de l'humanité. Alors un peu par boutade, et un peu parce que je veux montrer que je crois à ce que je dis, je me suis dit, ben voilà, mon prix n'est pas un prix fixe comme par exemple 1 000 € par jour, mais mon prix c'est une once d'or. Alors dans la réalité, les gens me payent en euros ou en dollars ou en shekel ou en roubles ou en lire turc ou peu importe, au rial, voilà. Mais l'équivalent c'est une once d'or. Donc en fait, je montre aussi que mes prix fluctuent en fonction de l'or. Donc c'est vrai que quand l'or est très élevé, comme c'était le cas entre 2012 et 2013, ben forcément ça me faisait plus de revenus que lorsque l'or était plus bas, ou comme en ce moment, il est relativement entre guillemets bas, bien qu'il est encore 4 fois plus élevé que celui de 2005. Mais enfin, ça montre aussi que je fais ce que je dis. Alors ensuite, est-ce que tout le monde devrait posséder de l'or? Je pense que si on a des économies et que une fois que l'on a investi dans la formation pour des nouvelles compétences, dans des outils qui nous permettent de survivre en cas de problèmes lourds ou de minimiser les problèmes en cas de crise, eh bien, s'il nous reste des économies à ce moment-là, oui, je pense qu'une partie de notre fortune devrait être mise dans des placements indestructibles, entre guillemets. L'immobilier en fait partie, mais aussi, je pense que l'or, et dans une certaine mesure également l'argent, devrait être une partie de notre investissement. Alors je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne vais pas dire
il faut 10%, il faut 15%, il faut 50%. Mais je pense qu'il faut, en fonction de nos stratégies de risque, et de nos stratégies d'investissement financier, avoir de l'or, y compris de l'or physique que l'on a planqué dans un lieu sûr. Ça peut être dans un coffre d'une banque, ça peut être dans un coffre au domicile, ça peut être enterré dans un jardin, je ne sais pas. À chacun de voir un petit peu en fonction de son lieu d'habitation et des risques alentour de planquer une partie de cet or. Et ça dépend bien sûr de la fortune totale. J'ai des clients dont la fortune totale se chiffre en milliards d'euros. C'est sûr que même 10% de cette fortune en or, ça représente une quantité et un poids considérable d'or. Donc peut-être dans leur cas, soit ils admettent qu'en cas de grande crise financière, ils risquent de perdre une très très grande partie de cette fortune, ou alors l'investissement doit se faire ailleurs, encore une fois, dans des systèmes euh, par exemple, d'autonomie alimentaire. Donc ça veut dire investir dans de l'agroalimentaire local autour de là où ils habitent, des systèmes de production d'énergie alternative, etc. Bon, je vous avoue que avec 2 milliards d'euros, on a de quoi voir venir. Donc ça va. Alors, je vais répondre à cela de cette manière. Alors, tout d'abord, dans toute l'histoire de l'humanité, l'or a toujours été une réserve de valeur. Et donc, il a toujours été et il le sera toujours a priori. Ensuite, c'est faux de dire que l'or ne se mange pas et qu'il... Alors, c'est vrai que l'or ne rapporte rien, mais toujours par rapport à quoi? Évidemment, il rapporte rien par rapport à une action qui peut monter en bourse, mais qui peut aussi baisser. Il ne rapporte rien par rapport à une obligation qui rapporte un pourcentage, ou par rapport à un prêt qui lui aussi rapporte un pourcentage sous forme de taux d'intérêt, etc. Mais qui peut aussi être totalement perdu si une crise pulvérise les entreprises qu'il y a derrière les actions et devant les actions ou les gouvernements qui ne peuvent plus rembourser leurs obligations, leurs bons du trésor. Oui, ça a déjà existé, et d'ailleurs l'immense majorité des États font régulièrement faillite, l'immense majorité des bourses font régulièrement des crashs, et si l'on regarde au-delà de simplement les 100 dernières années, et même les 100 dernières années ont déjà des sacrés exemples d'effondrements financiers, boursiers, même de gouvernements qui font défaut. Dans l'histoire de l'humanité, le défaut et la faillite des États, le crash boursier, c'est en fait la norme. Depuis que les bourses existent, et certainement même avant les bourses, les États, même à l'époque de l'Empire romain, ont fait des défauts colossaux. Et les seuls qui ont réussi à préserver dans ces situations-là leur fortune ont été ceux qui en ont mis une partie dans des biens tangibles, durables, encore une fois, des compétences, des outils, et oui, ensuite des biens mobiliers comme ça peut être des immeubles, des terrains, mais aussi, oui, de l'or et de l'argent. Alors ensuite, on me dit, l'or ne peut pas se manger. Bah, ça dépend. C'est-à-dire que, parce qu'on parle par exemple de troc, dans certaines situations où on pourrait toujours utiliser des pièces d'or pour acheter de la nourriture ou des biens nécessaires. Et on me dit alors, oui, mais le paysan qui produit ses pommes de terre, pourquoi est-ce qu'il échangerait des pommes de terre contre des pièces d'or? Alors d'abord, historiquement, il l'a toujours fait. C'est-à-dire que les paysans, pendant les crises, s'enrichissent, s'ils savent se défendre. En général, ils s'enrichissent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les paysans français ont fait fortune, parce qu'ils alimentaient le marché noir, et donc pouvaient nourrir une population, et ils se faisaient payer en louis d'or. Ou pièces d'argent des Napoléons, etc. Alors, pourquoi je dis il se mange, c'est parce que le paysan, il ne produit pas 2 patates par jour. Le paysan, il va produire 0 patate pendant 10 mois de l'année, et puis en octobre, et peut-être en novembre, il va produire énormément de patates. Et donc il est obligé de les vendre, parce que, et encore je prends la patate où qui est un tubercule qui peut se conserver relativement longtemps, mais en général, si par exemple si c'était des tomates, il peut pas les conserver. Il est obligé soit d'en faire des sauces tomates, soit de les vendre. Et donc il sera très content d'accepter un paiement. Alors on prend un exemple un peu extrême, hein, bien sûr, ce serait une crise où il n'y a plus de monnaie valable, etc. Mais enfin, c'est arrivé au Zimbabwe, c'est arrivé à la République de Weimar dans les années 20.
Et de toute façon, lorsque les monnaies sont basées sur du virtuel et que la création monétaire est infinie, tôt ou tard, cette monnaie, la population perd confiance dans cette monnaie scripturale, et donc cette monnaie s'effondre, et donc il faut avoir un plan B. Alors ça peut être l'or, en l'occurrence, mais ça peut être aussi une autre devise euh, qui, elle, n'est pas touchée par ces crises. Alors aujourd'hui, des devises extrêmement solides, à mon avis, elles sont rares. Donc l'or peut être une des approches, encore une fois, c'est dans un panachage de risques, dans un panachage de devises. C'est pas forcément l'unique manière de préserver son risque, notamment par rapport à l'inflation. Alors oui, évidemment, si vous avez 4 pièces d'or, vous pouvez très bien les garder chez vous, planquées, ou peu importe, ou dans un coffre à la banque, quoi qu'il arrive, c'est pas des immenses montants. Bon, et peut-être pour la personne c'est important, mais enfin, il n'y a pas besoin non plus de se stresser pour l'équivalent de 3 ou 4 000 euros en pièces d'or. En revanche, encore une fois, pour ce client qui a plusieurs milliards d'euros, s'il veut en mettre 10% en or, ça fait 300 ou 400 millions peut-être en or. Bon, ça fait des tonnes d'or. Donc, il va devoir réfléchir à le stocker. Alors, entre les deux, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être envie de mettre 10, 15, 20 000, 50 000 euros en or, qui représentent 10 ou 5% ou 15% de leur fortune. Et moi, ce que je leur conseille en général, c'est d'avoir un panachage. C'est-à-dire qu'une partie, il faut la garder entre guillemets dans un lieu sûr chez soi, une partie dans un coffre classique à la banque que l'on peut accéder de manière relativement facile, et puis une partie, pourquoi pas, il y a de plus en plus des entrepôts sécurisés, il y a de plus en plus d'entreprises privées qui donnent une certaine garantie, ou certainement vendent une certaine garantie de sécurité, d'accès et de discrétion en fonction des pays. Je ne connais qu'en Suisse, mais il y en a aussi en France, etc. Alors bien sûr, ça dépend du type de rapport que l'on a avec le fisc. La plupart des gens en Suisse sont des gens qui ont une transparence totale avec l'État et donc le fisc. Mais nous avons aussi des résidents qui, par rapport à leur pays d'origine, n'ont pas cette transparence. Donc, je conseille toujours d'être très attentif à la stratégie que l'on a mise en place par rapport au fisc et de ne pas faire d'erreur dans ce genre de manière, de ce genre de choses. Donc, il vaut mieux, à mon avis, être très clair, être transparent, être ouvert, et donc, y compris pour ces biens tels l'or, et donc les stocker aussi, panacher en fonction du risque dans les différentes solutions. Et il existe pas mal d'entreprises privées aujourd'hui qui proposent à leurs clients de stocker leur or, pourquoi pas. Ça dépend des montants. Je pense que si vous avez un petit montant, ça me paraît pas très judicieux. Vous pouvez autant le garder chez vous, mais bien caché quand même. En revanche, si vous avez des gros montants, je pense qu'il vaut mieux le panacher et donc distribuer le risque dans différents endroits. Alors, je pense que j'y ai répondu, mais pour résumer, ça dépend donc de sa fortune totale, ça dépend de ses stratégies de survie, ou de sa stratégie en face aux crises plutôt, et ensuite ce qui est raisonnable. À mon avis, je pense que entre 10 et 30%, ça me paraît bien. Au-delà, il faut vraiment avoir la certitude que la crise arrive, et ne pas avoir peur des fluctuations du cours de l'or. Et puis ne pas avoir d'autres opportunités d'investissement. En dessous de 30%, ben oui, si on a des très gros montants, ça devient compliqué d'avoir plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions en or physique. Après, voilà, ça, on prend aussi le risque de ne pas avoir suffisamment de protection en cas de gros problème. Donc voilà, moi je pense que, encore une fois, c'est pas un conseil que je donne personnellement. Je ne suis pas habilité à ça, mais je pense que entre 10 et 30%, ça me paraît vraiment raisonnable.
investir dans l'or dans une optique de bénéfice, pour moi, n'a pas de sens. C'est-à-dire, pour moi, l'or, c'est une assurance. On n'investit pas dans une assurance pour faire des bénéfices. On espère qu'on n'a jamais besoin de cette assurance. Néanmoins, on y souscrit au cas où il y aurait une crise économique majeure. Maintenant, est-ce que l'or suffit à se préparer contre une crise économique majeure? La réponse est catégoriquement non. L'or, c'est un moyen pour moi de se protéger contre l'inflation et contre des crises, de transporter une partie de son pouvoir d'achat, de sa fortune donc, dans le futur. Mais clairement, ce n'est largement pas suffisant pour se préparer à une crise économique. Il y a toute la problématique de la sécurité, il y a toute la problématique de l'autonomie ou même de l'approvisionnement alimentaire, de l'eau, de la production d'énergie, etc. Être assis sur un magot, c'est pas suffisant pour manger, c'est pas suffisant pour être autonome, c'est pas suffisant pour avoir un emploi ou un travail ou une activité qui nous permette de vivre. Il faut bien plus que ça, et c'est pour ça que d'ailleurs l'or dans mon livre n'est qu'une page, dans mon premier livre, l'or n'est qu'une page sur 422. Voilà. Alors, évidemment, tout dépend du montant. Encore une fois, si vous avez plusieurs centaines de millions, forcément, vous allez choisir des gros lingots. Il y a des lingots de 25 kilos, hein, il y a des lingots de 1 kilo, par exemple. Pour des fortunes peut-être plus communes, plus raisonnables, je pense que c'est intéressant de panacher les lingots, des petits lingotins. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu en Suisse, il y a des lingots même de 1 gramme. Alors ça me paraît un peu ridicule, mais enfin, des lingots de 50 grammes, de 100 grammes, de 250 grammes sont tout à fait raisonnables. Surtout, ou alors des pièces, par exemple, des pièces. Moi, je pense qu'il est intéressant. Il n'est pas intéressant d'aller voir des pièces pour leur valeur numismatique. Il est plutôt intéressant de voir des pièces pour leur poids, et donc choisir des pièces qui sont à 999,9 de pureté, et de bien vérifier que ce sont des pièces relativement courantes. Ça peut être des Maple Leaf Or canadiennes, des australiennes, des autrichiennes, il y a des philharmoniques, hein, il y en a toutes sortes, où il y a même des pièces de 1 once suisse aujourd'hui. Bien faire attention aussi de quel type de taxes on va payer quand on achète de l'or, faire attention si on paye une TVA ou pas, ça dépend des pays, faire attention de est-ce qu'on peut l'acheter en cash ou pas, est-ce qu'on est transparent ou pas avec le fisc, etc. Tout ça, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Et bien sûr, j'irai investir dans de l'or relativement accepté partout. Donc d'éviter les pièces exotiques. Je préfère des pièces très pures, c'est-à-dire encore une fois en pureté d'or. On peut imaginer que le Krugerrand, par exemple, ou le Golden Eagle américain, qui ne sont pas des pièces 100% or, elles ont seulement un certain pourcentage d'or. Elles sont malgré tout assez reconnues, donc on peut imaginer qu'elles peuvent valoir la peine. Mais je resterai personnellement, par exemple, j'ai très peu de Krugerrand et j'ai très peu de Golden Eagle, alors que j'ai plutôt des Maple Leaf canadiens, et c'est ce que je vois chez pas mal de mes clients aussi. Je pense qu'il faut avoir des deux. L'argent, évidemment, a une valeur bien moindre au poids que l'or, pour des raisons de rareté, mais je pense que l'argent, d'ailleurs, d'un point de vue purement spéculatif, va probablement augmenter plus que l'or ces prochaines années. Encore une fois, je dis, je ne préconise pas ces métaux comme étant pour de la spéculation, mais certainement l'argent a un avantage, c'est que par sa plus petite valeur, il est plus accessible d'abord à des patrimoines plus modestes, sous forme de pièces ou de petits lingots, ou même de lingots de 1 kilo, mais aussi, surtout, il est plus facile dans une éventualité de troc. C'est sûr que vous arrivez à un marché improvisé en cas de crise,
et essayer d'acheter de l'essence ou de la nourriture avec des pièces, même de 1 once d'or, c'est des sommes considérables. Et vous allez peut-être même attirer les mauvaises attentions. En revanche, sur ce marché, acheter avec des pièces d'argent qui sont connues dans le pays dans lequel on habite. Alors évidemment, les pièces d'argent très connues comme les Maple Leaf canadiens argent de 1 once sont extrêmement fréquentes, mais on peut aussi, en France par exemple, acheter avec les Hercule, les semeuses, voilà, toutes ces pièces d'argent qui sont très répandues, très connues, et qui sont, à mon avis, aussi une forme possible de mettre de côté et d'utiliser au cas de grosse crise. Alors, de manière simple, moi je dirais de ne pas faire ce transport. Alors pour un petit lingot, comme un lingot d'or d'1 kilo, et que vous voulez le ramener chez vous, bon, si c'est vraiment votre souhait, moi je le ferai en groupe, hein, avec des amis. C'est l'occasion de prendre un verre après. Et avec des amis, si possible, qui sont capables de préparer l'un mauvais coup, c'est-à-dire peut-être un ami policier, quelqu'un qui est habilité au port d'armes, et donc de transporter, d'avoir une forme de sécurité. Surtout, utilisez une grande discrétion, ne dites pas à tout le monde, demain je vais à la banque récupérer mon or. Euh, Vraiment, dès qu'on touche au patrimoine, et je pense que la plupart des gens en sont conscients, il faut rester extrêmement discret, euh, extrêmement, euh, ouais, ouais, le mot juste est discret. Et puis méfiant, et donc compter sur des amis, y compris et si nécessaire louer voilà les services de sociétés de protection. Il en existe plein de personnel de sécurité qui, bah, pour quelques, ça dépend de votre montant, mais enfin, c'est peut-être un investissement qui vaut la peine. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de pays, et j'ai vécu l'hyperinflation du Zimbabwe personnellement, j'y habitais lorsque le dollar zimbabwéen est parti en hyperinflation. Souvent, et même encore aujourd'hui, on le voit en Ukraine, le dollar est une sorte de réserve de valeur parce que c'est la monnaie de réserve encore aujourd'hui globale. Alors je crois que euh, à terme, ça va disparaître. À terme, le dollar va devoir faire face à un effondrement et qui peut être le déclencheur de crises majeures. Mais en attendant, il est vrai que je vous avoue que chez moi, dans mon coffre, j'ai quelques dollars, j'ai quelques euros, en plus des francs suisses et de quelques pièces d'or. J'ai pas beaucoup, mais je dois avoir peut-être quelques milliers de dollars et d'euros. En cas de coup dur, je veux avoir un tout petit peu de ces devises, tant qu'elles valent encore quelque chose. Avant un effondrement, elles sont certainement des réserves de valeur, et donc je tiens à avoir, quand je dis quelques milliers, c'est 2000, hein, peut-être, c'est pas 50 000, on est d'accord. Euh, mais c'est parce que ça correspond à ma fortune, et j'ai pas besoin d'avoir 500 000 dollars dans mon coffre. Voilà. Et en plus, je fais personnellement pas confiance à long terme dans le dollar. Mais c'est vrai que en Ukraine, aujourd'hui, dans certains pays en conflit, c'est le dollar qui est utilisé encore aujourd'hui parce qu'il représente, à mon avis, à tort, mais enfin, il représente aujourd'hui encore une grande puissance militaire et une grande puissance économique. Et donc, est-ce que c'est une meilleure solution que l'or ou l'argent? Je pense qu'il fait partie de ce panachage et de cette partition des risques. Je pense qu'il faut avoir de l'or, de l'argent, et puis pourquoi pas un peu de dollars, un peu d'euros. Et pour ceux qui ne sont pas en Suisse, ben, un petit peu de francs suisses, peut-être de la couronne norvégienne, et voilà. Et bientôt les pays d'Europe, je devrais ajouter. Même pas bientôt, déjà dans certains pays, dans certains endroits des pays d'Europe. Alors là, la solution, elle est connue, puisque dans tous ces pays, ça se fait depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'avant d'imaginer de stocker de l'or, déjà, les personnes qui ont un petit peu de la fortune pensent
a une stratégie de vie qui est beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus consciente des problèmes de sécurité que ce qu'on est habitué en Europe. On parle de plus en plus de communautés protégées, on parle de l'utilisation de services de sécurité à plein temps, de systèmes de défense passifs avec des systèmes de surveillance et de détection d'intrusion, etc. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Zimbabwe, je vois tout à fait le type de défense que mettent en place, et c'est la même chose en Argentine, au Venezuela, en Colombie, au Mexique par exemple, et de plus en plus dans certains pays des États-Unis, où on essaye de créer en fait une base autonome durable, sauf que il n'y a pas l'aspect nourriture et l'aspect autonomie, mais enfin, il y a des zones villas chaque villa est protégée avec des murs, des herses, des systèmes d'alarme, des gardes, qui elle-même fait partie d'un quartier qui lui-même est sécurisé avec des portails d'entrée, des herses, des alarmes, des services de sécurité, armés souvent. Et on rentre dans un monde qui malheureusement n'est pas le monde qui me plaît, mais malheureusement c'est, je pense, le monde vers lequel on va, où même en cas de même s'il n'y a pas une immense crise comme celle que je prévois, va être un monde où la sécurité va être de plus en plus nécessaire, malheureusement, et y compris en Suisse. Et donc nous allons avoir besoin de plus en plus de systèmes de sécurité. Et donc dans ce cas-là, quand je parle de systèmes de sécurité passive, évidemment également des coffres sophistiqués, difficiles à transporter, difficiles à pénétrer, dans lesquels nous allons de plus en plus, et je vois de plus en plus de gens qui ont des coffres gigantesques, hein, comme ceux des banques, des coffres où il faudrait des journées entières pour être percés, ou alors l'utilisation d'explosifs extrêmement rares et lourds, dans lesquels on peut poser notre fortune, mais on voit aussi de plus en plus des systèmes de panic room où les gens se mettent eux-mêmes en sécurité. Voilà, voilà, donc j'en ai fait le tour des questions. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à me le demander. En tout cas, voilà, à très bientôt, merci.